Donc, la parole est aux auditeurs, éventuellement, les auditeurs essaieront d'y répondre. Il y a une question: que faire devant une discordance de dosage entre la testostérone libre et testostérone biodisponible? Voilà, la réponse est aux orateurs. Je pense que ça dépend beaucoup de la clinique, en fait. Alors, c'est vrai les dosages ne sont pas toujours comparables. Quelquefois, on se retrouve avec une testostérone libre qui est basse, la biodisponible à peu près dans la moyenne, ou le contraire d'ailleurs. Pour ces dosages testostérone libre et basse, il y a deux gros laboratoires en fait qui le font en France, et c'est pas forcément reproductible non plus d'un laboratoire à l'autre. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. D'où l'importance quand même de se fier énormément à la clinique. Donc, si on a une forte suspicion clinique, un des deux dosages qui n'est pas bon, et qu'on a fait 2 fois le dosage, hein, bien entendu, on vous l'a dit, là, c'est quand même la place pour le traitement des preuves, à mon avis. Alors, à Lyon, on n'a pas tout à fait la même approche. On ne fait pas aussi confiance à la testostérone libre qu'à la biodisponible. Donc ça, c'est ce que dit Hervé Lejeune. Donc, ça, c'est le problème de Lyon. C'est un problème interne aux biologistes. Voilà, donc en fait, on a tendance à faire ce que tu dis, Carole, si tu me laisses terminer ma phrase. On se fie à la clinique, mais toutefois, on fait refaire la libre. Et assez souvent, moi, quand je fais refaire la libre et que je fais doser la biodisponible au lieu de la biodisponible est assez souvent normale. Donc en fait, on part du principe, les endocrinologues que je connais partent du principe que la libre est moins fiable que la biodisponible. Mais là, on a eu cette discussion pendant l'écriture des recommandations et on n'est pas vraiment tombé d'accord là-dessus. Deuxième question: faut-il préconiser un traitement par la testostérone dans le cadre d'un patient déprimé mais non gêné par son trouble du désir? Alors, la réponse, oui. La parole est... Allez-y. Carole. Oui. Allez, Carole, la parole est à toi. Alors, voilà, encore une fois, le diagnostic du déficit en testostérone, c'est l'association d'une symptomatologie clinique et d'un dosage de testostérone qui est bas. Donc, dans les symptômes, il y a la dépression, dans les symptômes, il y a la baisse du désir sexuel, il y a la fatigue, etc. Donc, il faut bien interroger ce patient, voir dans quelle case on le met. Et effectivement, si on met en évidence un taux de testostérone bas, on va l'aider du point de vue de son humeur aussi. Après, effectivement, il peut, parce que dans tous les problèmes sexuels, il y a les troubles et il y a les dysfonctions. Il peut avoir un trouble sexuel qui ne le dérange pas, qu'on ne va pas nécessairement traiter, comme la baisse du désir sexuel parce que le contexte, etc. Mais néanmoins, on peut quand même l'aider énormément sur le plan de son humeur. Béatrice, ton avis? Oui, je voulais André, dire... pardon, André. Oui, je voulais simplement dire deux choses. La première, c'est qu'une dépression, c'est autant, sinon plus, responsable de troubles du désir que la testostérone, à elle seule. Et donc, l'anédonie dépressive existe. Donc, il peut y avoir, par contre, et moi, je l'ai vu encore dernièrement sur 2 patients que j'avais en commun avec des psychiatres, donc, une dépression qui a été complètement, qui masquait, si j'ose dire, complètement un déficit androgénique chez un type quand même de 50 ans. Et il a été complètement guéri de sa dépression par la prise en charge de l'hypoandrogénie, alors que tous les antidépresseurs et tout étaient mis en échec tout seul. Béatrice? Oui, je suis d'accord avec ce qu'Audrey vient de dire. Bon, il faut rester clinicien et donc en fait, quand effectivement il y a une testostérone basse et que les antidépresseurs ne marchent pas, je pense que c'est tout à fait intéressant sur une dépression en fait de proposer ça. Alors par contre, il faut se méfier bien sûr sur d'autres types de traitements psychotropes, sur les antipsychotiques, parce que là, il peut y avoir des choses un peu compliquées à gérer. Mais en tout cas, sur la dépression, je pense qu'un traitement d'épreuve, c'est intéressant. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Enfin, dans la salle. Dans les salles.
Il y en a une. Et qu'est-ce que le traitement d'épreuve dont Carole a parlé? Et Carole, la parole est à toi. Oui. Alors, le traitement des preuves, c'est l'indication, c'est quand on a une forte suspicion sur le plan clinique, avec des taux de testostérone qui ne font pas réellement leur preuve, parce que le taux il est un peu bas sans être bas, il est un peu dans la norme, etc. Mais on est quasiment sûr que ce patient souffre de ce problème-là. Ben, on le met sous testostérone pendant 3 à 6 mois. Dans nos recours, on a mis plutôt 6 mois parce que effectivement, il y a une cinétique d'action de la testostérone qui fait qu'on ne peut pas avoir une réponse définitive avant quand même plusieurs mois. On t'a perdu, Carole. Le patient est très nettement amélioré. Bon, on va le continuer au long cours comme si on a… Oui, que si le patient est très nettement amélioré, on va continuer le traitement au long cours comme pour n'importe quel autre patient qu'on aurait dépisté plus classiquement. Par contre, s'il n'y a pas d'amélioration du tout, il faut laisser tomber et puis on surveille. Et on cherche d'autres causes, bien entendu, hein, dans l'intervalle. Je piste les questions. Oui. Faut-il alors c'est une question que j'ai. Faut-il alors dépister par la testo libre et la biodisponible en dehors de Lyon? Je pense que la question se pose aux 3 orateurs. L'expérience que j'ai moi dans le sud de la France, c'est que les laboratoires dans la région adressent essentiellement 2 grands centres et on n'a pas tellement la possibilité de choisir. En fait, c'est selon le laboratoire du patient. Donc, c'est pas trop à nous de décider cette question-là. Oui, c'est pareil pour nous, en fait, hein. Il n'y a que 2 laboratoires, c'est automatiquement redirigé vers eux, tout à fait. Ouais. Pour moi, c'est pareil à Toulouse. Oui, je voulais faire une remarque un peu générale sur l'ensemble. C'est qu'au fond, ce qui est intéressant, c'est que ça nous confronte à cette idée que j'évoquais quand j'ai parlé de diversité énorme des gens qu'on a en termes de santé sur cette population d'âge. C'est-à-dire qu'au fond, ça nous amène à réfléchir sérieusement à chaque fois. Et souvent, les evidence-based, c'est-à-dire au fond les études quantitatives, évidemment ne prennent pas complètement en charge le côté qualitatif. Et c'est pour ça que le clinicien reste quand même, garde une place extrêmement importante au-delà des dosages. Alors, 2 questions. La première, le sexologue qui a une AEU d'andrologie peut-il prescrire? Non, ce n'est pas dans les textes. Alors, nous sommes en discussion avec l'ANSM à ce sujet-là, qui semblerait y être favorable. Parce que très curieusement, le gynécologue a le droit de prescrire alors qu'il ne s'occupe pas beaucoup du déficit en testostérone de l'homme. Mais ça, c'est pour des raisons historiques, parce qu'une époque, il pouvait prescrire de la testostérone chez la femme dans certaines indications très particulières. Et dans la mesure où on a fait nos recommandations, c'est une chose qu'on est allé discuter, d'ailleurs au nom du syndicat, auprès de la NSM. Et en théorie, enfin du moins, il est prévu que les andrologues, qui ne sont pas nécessairement urologues, qui sont d'ailleurs très peu, parce qu'aujourd'hui, les andrologues sont forcément urologues, mais il y a des anciens andrologues, comme André, comme moi-même, qui donc pourraient avoir l'autorisation de prescrire. La primo-prescription, alors notez bien qu'il s'agit de primo-prescription, cette restriction-là, et qu'après, pour tout renouvellement, un patient qui vient vous voir, qui est déjà sous testostérone, ou un patient que vous avez envoyé évaluer chez un urologue qui a fait la première prescription, vous pouvez prescrire, n'importe qui peut prescrire. Et on est le seul pays en Europe où il y a ces restrictions. Alors, Carole, je rebondis puisqu'il y a une question qui vient. Sinon, le sexologue peut-il renouveler combien de fois après une première prescription? Tant qu'il veut. Alors, question un peu compliquée. Quelles sont les valeurs moyennes de référence de la testostérone biodisponible dans la population de 20 à 40 ans? Tout un débat.
Tout un débat parce qu'en plus, ça dépend des laboratoires. Et voilà. Voilà, on en Béatrice, revient toujours au même. Mais si on jugeait d'une moyenne, on dirait aux alentours de 2 nanogrammes à peu près, sur la moyenne. Béatrice, André, votre expérience? C'est vrai qu'on a en gros le laboratoire Berrieux qui donne 3 fourchettes d'âge et on a en fait Pasteur qui donne qu'une fourchette. Donc déjà, les laboratoires n'utilisent pas les mêmes fourchettes. Donc c'est un débat sans fin, quoi. Donc je pense qu'on ne peut pas C'est pour, répondre à cette question. Ça va c'est dépendre pour de ça, chaque laboratoire. c'est pour ça Oui, qu'on d'accord. avait décidé de choisir la valeur moyenne pour une tranche d'âge moyenne, voire même des hommes jeunes. Donc on André? prend la moyenne du labo Oui, pour l'homme jeune. enfin, j'ai le même sentiment. On ne peut pas répondre, bien sûr, mais par contre, dans l'expérience, on arrive, je pense, entre la clinique, si on fait de la bonne sémiologie et avec les dosages, en les répétant, en faisant des contrôles, etc., on arrive quand même assez souvent à faire le diagnostic quand il est patent. Après, dans les cas difficiles, Alors il y a quelque chose qu'il faut quand même souligner avec la testostérone qui est assez particulier, c'est en fait la définition de l'intervalle de confiance que tout le monde oublie à ce moment-là. C'est-à-dire que quand vous voyez les patients arriver et qui sont dans la fourchette, quand ils sont dans le bas de la fourchette, ils disent qu'ils sont bas. Et en fait, on doit faire de la pédagogie parce que même avec les collègues, en fait, quand on est dans la fourchette, on est dans la fourchette, on n'est pas bas. Parce qu'après, on peut discuter à perte de vue. Un intervalle de confiance à 95% par définition, ça veut dire que 95% des patients sont dedans et qu'il y a encore 5% des patients vers le haut ou vers le bas. Donc en fait, ça, je crois que c'est important ouais. de penser à ça quand on interprète, parce que les patients s'interprètent très facilement en négatif. Apparemment, on arrive à la fin, il n'y a plus de questions qui arrivent. Je voudrais remercier les 3 orateurs, André Cormand, Béatrice Cusin, Carole Burté et surtout Arnaud Zeller, notre collègue et membre du CA, qui a assuré toute la logistique et la technologie de cette soirée. Voilà, pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt pour d'autres webinaires. Au revoir. Au Bonsoir. revoir, bonne Bonsoir à soirée. tous. Merci d'être venus nous écouter et nous voir.